Ok, voilà. Donc l'énoncé du TP, donc c'était, ben voilà, donc transformer donc la solution précédente pour la rendre un peu plus générique. Et donc alors ouverte à l'évolution, fermée à la modification. Donc j'ai récapitulé donc les étapes en fait à suivre ici. Donc c'est dans un PDF hein, que j'ai partagé avec vous. Donc la première étape que vous avez déjà donc c'est la création des entités. Donc nous avons ces entités. Ensuite, ce qu'il fallait faire, c'est créer une classe donc entity base. Et donc alors ce sera la classe qui va donc contenir les propriétés communes entre les différentes entités. Voilà. Et elle va représenter la classe parente de ces entités. Ensuite, ajouter une classe générique, donc service base ample, avec une interface et service base. Et ensuite, euh, implémenter les méthodes, donc les CRUD dans cette classe. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va partir de cette solution. Donc, c'est notre solution de base. Et on va donc faire ces modifications. Donc, la première chose, donc c'est les entités. Donc, les entités, on les a déjà. Donc, vous avez l'entité chauffeur, donc l'entité course premium, et puis donc l'entité feuille de route et l'entité voiture. Donc, comme vous le savez, dans une base de données, normalement, vous avez donc pour chaque entité, donc vous avez un identifiant. Il s'agit d'une propriété commune, donc un attribut commun, qu'on va utiliser pour illustrer justement cette relation d'héritage et cette donc manière de refactoriser les champs en commun. Et donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par la création de cette classe. On va donc appeler cette classe entity base. Hop. Donc créer une nouvelle classe. Donc, entity base. Donc dans cette classe, on va ajouter une propriété private integer id. On va générer les getters et les setters, donc generates. Hop. Ensuite, on va générer le constructeur. Je sauvegarde. Donc je vais faire hériter mes entités. Donc la définition de la classe parente, donc entity base, donc extends. Entity base. Donc c'est pas construction is independent, must explicitly invoke. Ok. Donc on va devoir ajouter un deuxième constructeur sans aucun paramètre ici. Je sauvegarde. Donc course au pareil. Hop. Vu que course premium hérite de course, eh bien il va forcément hériter donc de la classe parente entity base. Feuille de route et ensuite voiture. Donc je sauvegarde. Ok. Et donc alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer une interface qui va donc contenir la liste des CRUD. Donc les méthodes manipulant les entités.
concerne l'incrémentation de l'idée, on ne passe pas dans l'identité. Oui, c'est ça. Donc on simule donc l'auto-incrément. Donc il se trouve dans des bases de données comme MySQL ou bien d'autres bases de données. Et donc alors ça on peut le faire, alors donc pas de souci, on va le faire. Et donc alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, private integer id, on va transformer en un statique, c'est ça? Ensuite, Le problème, si on fait ça, à chaque fois, par exemple, si on crée une voiture, l'idée il va s'incrémenter, et si on crée une ça c'est un problème, ouais. ça serait pas. Ouais. Il y aura des petits décalages, par exemple, Ouais. voiture par un cadre. Donc ça va être effectivement problématique. Donc le fait d'incrémenter, voilà, il faut que cet incrément soit spécifique à chaque type d'entité. Et le problème, c'est que ce champ va être statique. Ce qu'on va faire, donc on va ici. Le passer aux petites entités, et on fait l'implémentation dans les petites entités. On peut le faire, donc sans aucun souci. On peut faire par exemple comme ça, mais on va donc se concentrer plutôt sur la partie générique. Voilà, c'est ça. Donc on va se concentrer sur la généricité. Donc ici, donc on sait qu'en fait, donc nos entités, donc ils doivent être crudes, c'est-à-dire pouvoir les manipuler. Et donc ça, c'est une caractéristique commune que toutes les entités que nous on a. Pourquoi? Parce qu'on est dans un secteur de management, de gestion. Donc vous allez être confronté à développer des applications de gestion. Donc il faut que implémenter une règle. La règle est la suivante, c'est que mes entités doivent être compatibles avec ces quatre opérations. Donc ajouter, modifier, supprimer, consulter. Et donc alors, pour programmer cette contrainte à vos entités, eh bien, tout simplement, vous créez une interface. C'est une sorte de contrat. Et donc alors, mes entités que moi je vais implémenter doivent implémenter ces méthodes. Eh bien, c'est ça la motivation. Donc, motivation. Donc, c'est ça donc le motif en fait, donc qui va me pousser justement à ajouter cette interface dans mon projet. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Et on va ajouter une interface. Et donc, cette interface, on va l'appeler donc eService Base. Donc, eService Base interface. Donc, I service base. Donc cette interface va être générique. D'accord. Et donc alors, notre interface, on va lui passer un type. Maintenant, donc parfois dans des bases de données, donc soit alors on passe un type integer, soit on passe un type GUID. Donc GUID en fait donc c'est simplement un universal identifier. Donc c'est un type en fait qu'on a inventé. Et donc ce type a été créé essentiellement pour pouvoir générer des valeurs uniques et on n'a pas à se tracasser de l'unicité de ces valeurs. C'est géré pour nous. Soit MySQL, qu'est-ce qu'elle fait lui? C'est pas à nous à spécifier donc les valeurs, les identifiants de nos entités qu'on stocke dans la base de données. Il a une propriété qui s'appelle auto-incrément et MySQL, à chaque fois qu'on ajoute par exemple un chauffeur, lui, il va scanner toute la table, il va chercher la valeur maximale et il va l'incrémenter à 1. Et il gère ça pour nous. C'est quoi le serveur? Donc SQL Server donc, de Microsoft, eux ils ont donc soit ça, soit alors la possibilité de générer un identifiant universel. Et lui, il nous dit, écoutez, à chaque insertion, je vais vous fournir un identifiant. Et soyez sûr et certain qu'il va être unique. Donc, ne vous tracassez pas à ça. Donc, le type d'identifiant que nous, on va utiliser, on va le rendre aussi générique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un deuxième donc type générique, on va l'appeler ID. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter, on va déclarer les signatures de nos méthodes. Donc la première méthode, ce sera par exemple donc liste, donc T. Oups, donc cette méthode. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Elle va donc find all. Point virgule. Donc
Donc la deuxième méthode, donc ce sera donc save avec un boolean. Il va nous retourner un feedback pour savoir si la sauvegarde s'est bien passée ou pas. Donc CTRL-SHIFT-O donc pour rajouter les imports. Donc c'est Java utile. Ensuite la méthode delete. Qui va recevoir à son tour un type. Donc la méthode update. Donc void update. Donc update, donc on aura besoin du type donc du record à updater, à mettre à jour, et aussi donc l'objet avec les nouvelles valeurs. Donc la méthode delete by id par exemple, donc ici donc cette méthode va recevoir un identifiant. Ensuite la méthode find where. On va implémenter une méthode générique donc qui va nous permettre de faire des recherches, peu importe la propriété de recherche. Ça va? Parce qu'en fait, nous, au niveau générique, en fait, au niveau O, on n'a pas accès aux propriétés de chaque entité, chauffeur, voiture. Parce qu'en design time, donc ici, vous avez en fait donc deux phases de développement. Vous avez le design time et le runtime. Le design time, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, on est en train de développer une application. Le runtime, c'est quand notre application est exploitée par un client final. Elle l'exécute, et la réexécute. Donc, en design time, donc ici, on essaie de programmer pour aujourd'hui et demain. Ça veut dire concrètement que, oui, le code qu'on va coder, d'accord, aujourd'hui, il est compatible certes avec voiture, chauffeur, donc feuille de route, course, et il va être compatible demain quand le client veut gérer les villes, par exemple, de déplacement. On n'a qu'ajouter une entité ville, et cette classe, vous allez voir, donc il va continuer à marcher. On va pouvoir faire des recherches, voilà, donc sur les attributs qu'on va devoir passer à partir de la méthode main, ouais, à partir de l'interface. Et donc alors, donc find where, je vais taper T, donc find where. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire cette implémentation, et moi j'ai choisi en fait donc une notion un peu avancée, donc c'est la version je pense 1.8 de Java, predicates. Donc les critères de recherche en fait qu'on va passer. Predicate. Et donc alors, cette interface va être implémentée par une méthode générique, une classe pardon générique qu'on va déclarer ici. On va appeler notre classe donc service base imple. New classe service base imple. Hop. Donc cette classe générique, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va être paramétrable aussi. On va la paramétrer. On va lui passer un type T. Maintenant, on veut implémenter la contrainte suivante. On veut que notre classe générique, donc service base imple, ne gère que les entités qui ont des identifiants. Ça c'est une contrainte aussi, d'un point de vue technique, à implémenter et à faire respecter donc, par le code. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire à cette classe, donc service base imple, eh bien, tu es compatible, donc tu peux gérer toutes les entités qui ont comme classe parente entity base. Tu gères les entités qui ont comme classe parent entity base. En dehors de ça, non. Tu n'es pas autorisé à gérer autre chose que ça. Parce que nous, on a besoin de cet identifiant dans l'aspect de notre implémentation. Eh bien, ça, c'est le comment. Pourquoi? C'est simple. Pardon, ça c'est le pourquoi. Le comment, c'est simple. Il suffit simplement d'ajouter un extends, donc entity base. Et ça, Manel, c'est quoi? Ça s'appelle comment, ça? C'est ce genre de contrainte. Entity base, extends entity base. Parce que je t'ai vu tout à l'heure regarder cette contrainte, c'est bounded, c'est ça? Bounded type parameter,
C'est ça, hein, c'est ce que tu es en train de regarder tout à l'heure. CTRL-SHIFT-O, voilà. Et donc alors, implements. Et ensuite, en fait, donc notre classe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va implémenter donc l'interface eService base. Et on va passer à eService base, donc les deux, donc type générique, donc T et ID. Ça va. J'espère que vous comprenez un petit peu cette syntaxe qui est un peu verbeuse, mais là on vient d'un besoin concret. Ce sont des implémentations de contraintes techniques, tout simplement. Si vous avez compris l'objectif, eh bien le reste en fait, donc ça reste juste. Le premier ID. De quoi? Quand on a fait t-extend entity, donc après ils font virgule ID. Pourquoi en fait? Parce que donc dans nos entités, donc les types donc d'identifiants, souvent ce sont des integers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais parfois on a besoin de passer un autre type comme identifiant. Ça peut être le GUID que j'expliquais tout à l'heure. Oui. Ça peut être le double par exemple. Et donc alors, même le type de la propriété ID, on va le rendre paramétrable en fonction du contexte. Juste pour vous illustrer, vous voyez donc les types multiples. J'ai compris, ça c'est juste ici, après le extend. Ah oui, Entity base. ah oui, oui, donc non, mais ici le extend ne concerne que cette partie entity base. Hein. Ça ne concerne pas ID, hein, parce qu'il y a un virgule en fait ici. D'accord? Très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, le service base simple, donc c'est un service qui va gérer l'aspect de la liste avec les add, move, delete, save, supprimer. Donc, tout ce qu'il doit faire en fait, donc lui, c'est gérer ça. Et donc alors, j'ai vu que parmi vous, il y en a qui ont donc passé la liste en tant que paramètre. Bon, ce qu'on va faire en fait, on va faire ça. On va d'abord implémenter donc la liste à l'intérieur de la classe donc service base simple. Et puis je vais faire une ou deux transformations. Je prendrai le contrôle sur une de vos machines. On va tous ensemble transformer donc cette méthode, comme ça tout le monde voit un petit peu ce qu'il faut faire comme best practice. Donc, private list. Là, on va passer le paramètre t items est égal à new array list. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Je vais, voilà, je me suis trompé en fait, donc des trucs. Ouais. J'aurais espéré en fait qu'il me propose l'autocomplétion. Donc alors, array list. Et là, on va passer le type t, point virgule. Hop, CTRL SHIFT O. Oups. Là, je vais choisir Java util.list. Et donc alors, ça c'est une classe en fait qui a une représentation de données. En fait, cette représentation de données est illustrée ici sous forme d'une liste. Et donc alors, l'état, vous voyez en fait, donc on avait vu donc la programmation objet, on avait vu qu'une classe en fait contient deux choses, donc l'état et le comportement. Donc l'état, il faut à chaque instant T, donc ça c'était un exercice qu'on a eu à l'UNIF, hein, c'est que voilà dans l'exercice, le prof nous a demandé d'implémenter une classe rep-ok, une méthode pardon, rep-ok. Et cette méthode, il va falloir la lancer à partir d'une méthode main. Et il faut qu'à chaque instant T que j'appelle cette méthode, il faut que l'état de ma classe soit stable. Donc soit stable, ça veut dire que l'âge n'est jamais négatif, par exemple. Il y avait toute une liste de règles qu'il fallait lancer et passer donc l'état de ma classe au crible et vérifier qu'à un instant T, toutes les données sont respectées. Et donc alors l'état de ma classe service simple base simple est représenté par cette liste. Il faut que cette liste en fait soit logique, donc cohérente, consistante. Il ne faut pas la corrompre à un moment donné. Donc il ne faut pas la corrompre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement ajouter les getters et les setters. Hop. Getters, setters.
Donc je coche cette case et hop, voici mes characters etc. Jusque là c'est bon. Vous avez tous fait ça. Donc ça, hop, hop. Ensuite, j'ajoute un constructeur. Un constructeur. Cette fois-ci, c'est un constructeur qui ne contient aucun paramètre parce que items, je ne veux pas l'exposer au travers un constructeur, tout simplement. Donc voilà, je verrai bien, hein, si dans le futur il faut le faire. Là, ça me prendrait 2 secondes pour créer un constructeur avec un paramètre, donc items. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, parce que ma classe implémente cette interface, il doit absolument implémenter les méthodes qu'il y a derrière. Et regardez qu'est-ce qu'il dit clairement. Donc, the type, donc service base simple, must implement the inherited abstract methods. Et donc alors, il doit implémenter les méthodes et hop, add implemented methods. Et voilà, il va me générer les signatures des méthodes et il va me laisser à les implémenter moi-même, tout simplement, pour la règle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ces entités doivent supporter les CRUD. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, il y a une certaine logique, en fait, ici. Et je vais commencer par la méthode find all. Eh bien, find all ici, je ne vais pas ajouter des if et des else en fonction du type, eh bien, retourner le liste chauffeur ou bien liste voiture. Non, je vais tout simplement implémenter un return. Return, donc return items. Donc return items. Ensuite, je vais implémenter la méthode save. Save, c'est quoi? C'est simplement ajouter un objet dans ma liste. Donc c'est l'appel de la méthode add. D'accord? Ok. Et donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, donc items point add. Je vais ajouter quoi? Je vais ajouter l'objet t. Point virgule. Maintenant, soit alors je retourne un booléen, mais le booléen, comment? Je ne vais pas faire en fait comme tu avais fait. Donc booléen confirme is ok or non. Je vais simplement regarder la documentation. N'oubliez pas, un bon développeur, c'est un développeur qui n'hésite pas à aller consulter la documentation et qui débug son code. Hein. Ça va? Regardez, le add, qu'est-ce qu'il return? Add returns, donc true. Donc alors il va me retourner un booléen. Pas besoin de gérer le. Simplement, il faut faire un return ici. Et c'est bon. Donc j'ai implémenté la méthode save. Ensuite, donc parfois, vous avez besoin de, après avoir sauvegardé l'objet, le retourner. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc la méthode save va stocker un objet dans la base de données et juste après, elle va le retourner parce que la méthode appelante a besoin de cet objet après l'avoir stocké. Eh bien, c'est pas compliqué. Là, on va créer une deuxième version de cette méthode. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'il va retourner? Hop, un objet T. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, return T. Je retire le mot-clé override. Donc duplicate method save in type service. Oui. Donc ils s'appellent toutes les deux save. Ouais, en C# c'est pas la même chose. Hein. Quand on a deux types de retours différents, elle vient donc Java supporte ça. On appelle la covariance, hein, donc c'est une notion un peu. Mais là on va supprimer cette méthode. C'était juste pour vous montrer. On peut renommer la méthode bien. Voilà. Maintenant on va supprimer un objet. Donc pour la suppression simplement on va appeler la méthode remove. Sur la liste, on va passer l'objet T. Point virgule. Maintenant, on aimerait
overloader, donc pas overrider, mais overload, donc surcharger cette méthode, parce qu'on aimerait pouvoir supprimer par l'index et aussi par l'id, parce qu'un objet en fait il a un id. Il n'y a pas de souci. On va ajouter ces deux méthodes. Donc public boolean delete by index. Et là on va passer donc l'index. Donc l'index en fait voilà, soit alors un integer, donc ici je vais passer donc l'index et je vais return items, parce que items.remove me retourne un booléen. Un décompte de l'état de la suppression, point virgule. Ensuite, j'aimerais pouvoir supprimer en se basant sur l'id. Donc booléen delete by id. Donc, je vais passer le type générique, ensuite id, et ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais implémenter une boucle me permettant de récupérer l'objet en question. Et je vais utiliser la version simple for each, ici, de la boucle for. Ça va. Donc for each, c'est simplement, ben voilà, je vais boucler sur ma liste, et je vais récupérer l'objet générique T, et donc alors à l'intérieur de ma boucle, je vais donc faire un test en se basant donc sur l'identifiant, donc item.get. Pardon? Ah pardon. Je vais utiliser ici item. Point. Et vous voyez, là j'arrive en fait à appeler la méthode getID. Ça va? Pourquoi? Parce que c'est une propriété commune. Pas getNumber chauffeur ou bien get, voilà. Hop. getID. qui est égal à ID. Si je trouve donc ici l'objet en question, items.remove, et je vais passer l'objet que je veux retirer, point virgule. Une fois que j'ai retiré l'objet, je n'ai plus besoin de boucler jusqu'à la fin en fait de ma boucle. Avec 500 000 records, en fait, bien 1 million, 5 millions de records, ça va se sentir. Eh bien, je quitte. En utilisant quoi? Un return. Tu peux. Ah ouais. Mais il va quitter en fait donc l'exécution. J'essaie de vous montrer les différentes possibilités. Si je ne trouve pas l'objet, eh bien return quoi? False. Voilà. J'ai juste une question. Pourquoi on peut mettre directement items et pourquoi on ne doit pas mettre this get items à la place? Maintenant, la best practice, effectivement, donc c'est utiliser le this point get items. Pourquoi? C'est vrai qu'en fait ici, oui, parce que regarde ici, je vais voir. Le items qui est ici, vous avez le get items. Si vous avez implémenté une règle de contrôle ici, un if, et le return doit être effectué seulement si cette condition est respectée. Donc si vous attaquez directement items, vous hackez ou bien vous bypassez en fait donc la vérification de cette règle-là. Et donc alors, ce qu'il faut faire, il faut utiliser donc get items pour faire respecter, donc la méthode appelante doit respecter ces conditions. Maintenant, vous allez voir que il n'y a pas beaucoup de développeurs qui respectent en fait donc cette manière de faire, car eux ils estiment que donc quand on est à l'intérieur de la classe, donc cette règle est d'office respectée. Mais maintenant, nous on va à la place de faire ça, on va appeler le this.getItems.
Donc le 7, du coup, tu vois, donc ici, là pareil, donc this point, items, donc delete, items, donc this.get items. Pardon? J'ai une erreur. Je dois jouer un break juste après la... Sinon après ça marche pas. Ça ici? Oui. Mais le return va interrompre l'exécution de cette fonction. Oui. J'ai une erreur. D'accord, je vais voir. Donc duplicate méthode delete by id. Oui, effectivement. Delete by id, pourquoi? On l'a déjà mise plus bas en fait. Ouais. Parce qu'elle est arrivée dans l'interface. Ah oui, 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 d'accord. Effectivement. Donc je vais vire ça et je supprime cette. Par contre, tu l'as mis dans l'update. Ah, pardon. Donc l'update on l'a pas encore implémenté, donc pas de souci. Ce qu'on va faire, on va déplacer cette partie de code dans delete by id et donc alors on va faire comme ça. Ensuite on va virer ça, je sauvegarde et c'est bon. Est-ce que c'est integer ou autre chose? Je ne sais pas, je vais voir. C'est ça, ouais. Ok. Donc delete by id. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter la méthode updates. Ouais. Index. Donc update. Allez, je vais la déclarer juste après la méthode. Donc delete by id. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire après? Eh bien, la méthode update. Qu'est-ce qu'il va faire cette méthode? On va simplement retirer donc l'objet, donc l'ancienne version de l'objet et puis ajouter la nouvelle, tout simplement. Ça va? Pour simuler un update, d'accord? Parce qu'à terme, on va plus travailler comme ça, on va interagir avec une vraie base de données, d'accord? Une fois que vous avez appris ce que c'est l'SQL, on va attaquer une base de données. Et donc alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on va utiliser une boucle for. Donc, c'est pas cette version, c'est la version iterate. Hop, donc for each. Et donc alors, dans cette boucle, on va boucler sur les objets et on va vérifier. Donc si on trouve l'identifiant, donc une condition for. Dans cette condition, on va vérifier donc t.getID est égal à id. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va retirer donc items this point get items point remove quoi? Remove t, donc l'objet courant. Ensuite this point get items point add quoi? L'objet qu'on a passé en paramètre. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient de faire notre mise à jour, on n'a pas besoin de continuer à boucler, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement quitter donc la boucle et on va continuer l'exécution. Donc on va utiliser le mot-clé break. Ouais. Je comprends pas pourquoi dans update vous mettez un add, parce qu'il y aura un nouvel ID. Pourquoi on passe plutôt 7 plutôt que remonter l'ID dessus? En fait, il n'aura pas.
il va donc occuper un nouvel emplacement, donc il va avoir donc un indice différent, mais l'ID sera toujours le même. Ouais, parce que l'ID c'est une propriété comme une autre. L'ID, on le récupère donc à partir d'une base de données. Mais l'indice en fait ne sera pas le même. Mais ça c'est pas grave. Je sais pas si tu vois Kevin ou pas. De quoi? Donc l'identifiant. Donc l'identifiant, regarde, en fait, donc les différentes entités ici. Donc si on prend par exemple donc feuille de route hérite donc entity base, donc doit forcément avoir un identifiant. Cet identifiant, il ne s'agit pas de l'index, mais il s'agit d'un attribut qui va contenir une valeur et cette valeur, en fait, va être générée à partir de notre base de données. Ici, oui, donc quand on va updater notre objet, effectivement, ce qui va se passer ici, donc ici, oui, donc on va retirer, quand on retire complètement, oui, oui, vous avez raison, quand on retire complètement l'objet, eh bien, ce qu'il faut faire en fait, c'est donc copier la valeur de l'ID de l'ancien objet vers le nouveau. Exactement, très bien. Mais vu qu'en paramètre, de toute façon, on a un objet, on peut le mettre directement dans le paramètre l'ID associé, non? En objet, le paramètre de l'ID associé. Parce qu'en fait, vu qu'on rentre un objet entier, en fait, Oui. une nouvelle valeur, on peut lui donner l'idée qu'il a déjà, en fait. Et après, juste changer les autres. Parce qu'en fait, justement, donc l'appel de la méthode update est appelée dans un contexte. Ce contexte, c'est quoi? Je vous explique. C'est que quand vous avez par exemple une liste, disons, de chauffeurs dans une table, donc à la dernière colonne, vous ajoutez une colonne action. Et dans cette colonne, vous aurez les actions de base, donc vous aurez donc supprimer, mettre à jour. Quand vous cliquez sur mettre à jour, eh bien, l'objet que vous allez récupérer et l'afficher dans un formulaire pré-rempli, il va d'office contenir l'identifiant, je veux dire, de l'objet courant. Vous allez modifier par exemple le nom, je ne sais pas moi, du chauffeur, mais l'identifiant, il va être en disabled. Vous n'aurez pas la possibilité de le modifier. Eh bien, ici, donc cet identifiant donc, va avoir la valeur, donc l'identifiant, donc pour la nouvelle et l'ancienne version sera toujours le même. Sauf qu'ici, c'est un cas un peu spécial avec les listes, parce qu'on simule en fait une base de données. On n'est pas dans un vrai contexte. Simplement, pour être sûr qu'on est dans le bon contexte, on va ici récupérer, on prépare en fait donc notre objet, l'objet qu'on va ajouter. Donc o.setID t.get, c'est ça? GetID. Ça va comme ça? Voilà. Ensuite, on peut soit tout à l'heure utiliser celui-là, soit récupérer l'ID que vous avez ici. Juste pour être sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde celui-là alors? Ouais, c'est ouais. Ouais, bon, en principe, c'est bien. Parce que la condition juste au-dessus, c'est t get ID égale ID, donc ça sera bon dans tous les cas. La condition du if, c'est Ouais. t get ID égale ID, donc qu'on mette ID ou... C'est ça, ouais. D'accord. Donc find where. Donc ici, ce qu'on va faire, on va donc effectuer une recherche en se basant sur ce qu'on appelle un prédicat. Et donc alors, c'est une manière de donc d'effectuer des recherches en utilisant voilà, donc des règles en fait, un prédicat. Ici, donc je vais utiliser une liste T, result est égal à quoi? Items, point. Stream, non, pas parallèle stream, non. Point virgule. Donc, predicate, point,
Là, on va passer le prédicat qu'on a reçu en paramètre. Point. Collect. Donc, collectors.list. Liste. Point virgule. Return. Result. Et donc, ce qui se passe en gros, en fait, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement se baser sur donc items, donc la liste que nous avons, et on va filtrer ces éléments. À la place d'utiliser des boucles, donc ça, on peut l'implémenter avec des boucles. On va utiliser une propriété donc de Java qui est donc les predicates. On passe simplement à prédicat. Vous allez voir un exemple d'utilisation de cette manière d'écrire. On va simplement filtrer la liste items avec les conditions qu'on va passer ici. Ça va? Et vous allez voir comment on va donc élaborer et écrire nos conditions qu'on va passer là. Là, on va utiliser des conditions composées, c'est-à-dire avec des or et des and. Et alors, à partir de cette liste, on va avoir cette liste. Et cette liste, en fait, donc c'est le résultat. Donc c'est les éléments respectant cette condition. Est-ce qu'on a implémenté le find by ID ou pas encore? Find, non, pas encore. Donc il nous reste une dernière méthode. Et celle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement nous retourner un objet. Donc public. Donc t find by ID. Donc cette méthode va recevoir en paramètre un identifiant de type générique et il va simplement boucler sur la liste. Une fois que ça match, en fait, on va appliquer un return tout simplement. Donc for, on va choisir la version simplifiée, donc t-item. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va donc comparer l'identifiant de l'élément courant avec quoi? Avec l'id qu'on a passé en paramètre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va, si c'est bon, alors on va interrompre l'exécution de cette fonction, sortir carrément de la fonction. Si non, on return le nul. Point virgule. Ça va? Donc alors, un petit récapitulatif. Donc ici, on va voir ce que ça donne au niveau diagramme de classe. Ça.
Donc alors, je vais créer mon diagramme de classe. J'ajoute mes services. Je réorganise tout ça. Donc, je compacte un peu le tout. Comme ça, pas besoin de scroller. Tac, tac, tac. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça, et puis comme ça. Voilà. Et donc alors, qu'est-ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant? Donc, nous avons créé ici notre classe de parents, donc Entity Base. Donc cette classe va être héritée donc, par les entités qu'on a donc ici, chauffeur, donc voiture. Et donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée une architecture flexible. Si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un attribut, ou bien un nouvel attribut qui apparaît dans le futur, on n'a qu'à l'ajouter ici, à la place d'ajouter dans 36 000 entités. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient de faire? Hop, vous avez, tac, donc course Entity Base. Donc vous avez l'interface et Service Base. Donc cette interface va être implémentée. Vous voyez en fait, donc il va vous mentionner donc les types donc génériques, il va les représenter ainsi. Donc cette interface va être implémentée par la classe générique donc Service Base Ample. Ok. Et donc alors la classe Service Base Ample va remplacer donc toutes ces classes. Donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ben, comment on transforme un peu notre architecture d'une manière un peu moins, je vais dire, coûteuse et en même temps évolutive. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer notre transformation. Et donc alors, on va commencer par l'adaptation de notre méthode main. Hop, main app. Donc la première chose à faire, c'est quoi? La première chose à faire, c'est ici, déclarer. Est-ce qu'il y a un chauffeur service quelque part ici? Chauffeur service, ouais. Donc, qui a été déclaré. Oui, donc chauffeur service. Oui, donc ça c'est la définition. Ah, oui, on appelle directement donc les méthodes d'une manière statique. D'accord, ok. Ok, dans notre méthode main, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer le service. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va, attention, utiliser quoi? L'interface comme type formel. Donc, et service base. Et service décidément. Donc, et service base, là, on va passer l'entité chauffeur comme type. D'accord? Et on va passer ici, on sait qu'on travaille avec des integers, donc on va passer integer. Peut-être dans un autre module, dans un autre contexte, ce sera double ou bien guide. Et c'est là on va créer notre classe chauffeur app service. Chauffeur app service. C'est un nom arbitraire, hein, donc ici vous pouvez l'appeler autrement, mais voilà. Le quoi? Ah, merci. Donc chauffeur app service. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'instancie jamais une interface, on va instancier quoi? Une classe. Ce sera la classe service base ample. D'accord? Donc service base ample. Donc service base ample. Et donc alors, dans cette classe, on va passer quoi? On va passer l'entité chauffeur. Ensuite, on va passer le type integer. Hop, notre constructeur est fait et c'est bon. Et il râle pourquoi? On va voir. Donc service base ample cannot be resolved to a type. C'est parce qu'en fait ici, service base ample. Donc service base ample. À mon avis, les privates. Donc ici, donc T et puis ID. Je reviens en arrière. Donc, au lieu de e-service base, on fait directement service base. Ouais. Parce
c'est une injection comme l'auto-wire du service. Plutôt que de mettre avec l'interface directement. Parce qu'en fait, ici, cette notion d'injection de dépendance, on ne l'a pas encore abordée. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a un deuxième point dont j'aimerais donc évoquer ici. C'est pourquoi on utilise en fait une interface ici et ne pas utiliser service base simple. Attendez juste une seconde. Donc chauffeur app service, il est du type donc i-service base. Le service base simple, attendez, ici, donc il implémente l'interface e-service base. Et donc alors, ici, on passe donc chauffeur et puis donc chauffeur integer. Donc là, ah oui, c'est ça. Ça va mieux, oui. Effectivement. Donc ici, il n'y a aucun problème. On peut utiliser service base simple. Donc ça va continuer à marcher. Mais notre objectif, en fait, c'est rendre notre code le plus générique possible. Et service base, c'est une interface, en fait. Donc par contre, regardez dans le diagramme de classe. E-service base. Donc c'est une interface qui est implémentée par service base simple. Demain, supposons qu'on travaille sur un produit, par exemple. Et ce produit comme Coca-Cola, en fait, il pratique des prix discriminatoires en fonction des continents et en fonction des pays. Donc le goût n'est pas le même, le prix n'est pas le même. Et donc alors, aujourd'hui on travaille avec service base simple, par exemple Europe, ou bien je sais pas moi, France. Demain, on aimerait donc utiliser le même code, mais pour un autre continent. Et dans ce cas-là, avec un minimum de modifications possibles, il n'y a aucun problème. Eh bien, le minimum de modifications possibles, c'est quoi? C'est ça. C'est utiliser et service base à la place de service base simple. Tout ce qu'on a à modifier, c'est ça. C'est le service base simple, ce serait service base simple 2. Vous allez me dire, mais Mounir, donc de toute façon, tu vas accéder à cette ligne de code pour changer le type de classe. Oui, je vais accéder à cette ligne de code pour changer ce type de classe, mais moi, dans le futur, je ne laisserai pas mon code comme ça. Là, je vais mettre nul, point virgule, et cette instruction sera dans un fichier de config quelque part dans mon application. Je vais communiquer au correspondant ICT, donc la personne qui va faire la maintenance de cette application au sein de cette institution, administrateur ou bien chez un client. Je vais lui dire en fait à distance, tu vas dans un fichier config.txt, tu remplaces service base simple par service base simple 2. J'ai pas besoin de redéployer l'application, j'ai pas besoin de faire donc tout un check, je ne sais pas quoi. Lui, il suffit simplement de changer ça dans un fichier de config et le code, je ne touche pas. Or, si j'avais fait ça, si j'ai utilisé service base simple, je rends mon code rigide en fait. D'accord? Bon, on reviendra sur ça plusieurs fois. Ceux qui ont du mal à suivre cette phase, on y reviendra. Ça va? Donc alors, je vais laisser et service base pour rester le plus générique possible. Ça va? Donc j'enlève le 2 ici. Donc le reste en fait c'est du copier-coller. Donc ici j'ai utilisé ma classe générique pour les chauffeurs, je vais l'utiliser pour les voitures. Ensuite, je vais l'utiliser donc pour les courses. Ensuite, je vais l'utiliser pour les feuilles de route. Donc feuille c'est F-E-U, F-E-I-I, feuille de route. Feuille de route. Chaque fois c'est des integers, sauf que ici je dois adapter mes classes ici. Comme ça, et après la classe, est-ce qu'on on est obligé de mettre 2 fois dans les diamonds? Non, on n'est pas obligé, donc on peut sans aucun problème faire comme ça, regardez. Donc, oui, voilà, comme ça on allège notre code, ça va. Donc l'opérateur diamond en fait ici, il nous permet voilà, donc d'avoir un petit shortcut, un petit sucre syntaxique. Donc du coup on peut voilà, mettre retourner sur une ligne de code, voilà,
Et ensuite, voilà, avoir un code propre bien formaté. Donc là, pareil, et hop, 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 je sauvegarde. Donc chauffeur, ici je vais remplacer, hop, donc ce sera voiture. Ensuite, course. Ensuite, donc feuille, de feuille, donc de, oh, bien feuille, ouais. Un petit F, ça suffit. Sauf si on a d'autres trucs. Sauf si on a d'autres feuilles, voilà, c'est ça. Je pense pas qu'on va avoir d'autres feuilles. Déjà avec ça, c'est... Voilà, donc là il râle, pourquoi parce que donc annotating for type argument for type service. Donc il n'arrive pas à interférer le type. Et pourquoi alors? Ouais. Donc ça marche avec chauffeur. Donc extend entity base. Fait de route extend entity base. Main. Service base un plan. Pour course. Les types, mais pourquoi? Parce que là c'est l'interface, là c'est la classe, c'est ça? Bah ça c'est l'interface et là c'est la classe pour toutes les autres aussi. Ça se fait qu'ici, elle exige le fait de mettre explicitement les types. Or, donc c'est pas ça. Regardez, petit exercice pour la documentation. Je fais un copier-coller du message, même si je l'ai pas très bien copié. Donc ici, ce que vous faites en fait ici, donc Java, vous tapez l'interface, vous tapez le message d'erreur et vous ajoutez resolve par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Des petites astuces avec un plus juste avant. Ça veut dire que dans vos requêtes Google, vous obligez Google en fait à vous retourner des, vous voyez, là, c'est un peu trop exigeant dans mes requêtes. En fait, je vais retirer le daemon, opérateur daemon, hop. Et là, je regarde, et qu'est-ce qu'il me dit? Le gars, il pose la question, hop, ensuite, never use a route type. But not for compatibility reason, but using... Donc normalement, ça doit marcher pour nous, hein, ici, parce que ça marche là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc ici, donc, service, donc course, entity base, ah, Oui, c'est peut-être dans le constructeur, il n'y a pas de Les autres, il y en a. chauffeur, non, il n'y a pas. Donc service base ample. Donc ici, nous avons super. Donc extends, donc entity base et ensuite implements. Donc service base ample, extends entity base. Alors donc les autres, donc extends entity base, chauffeur, course, Après, extends. les courses et feuilles de route, elles sont pas safe contrairement aux autres. Ils sont pas quoi? Sauvegardées. Ah oui. Ah oui. Ça doit être ça. Bien vu, Alba. Bien vu. Merci. Vous voyez, c'est un peu con. Hein. Je pense qu'on aurait dû rester jusqu'à 17h. Pas quand même. 18h peut-être, on trouvera la solution, pas 17h. Et donc alors ici. Donc notre code continue à marcher, hein, ici, vous voyez, là. Donc ici. Donc ici vous avez donc les chauffeurs, donc les voitures et puis les courses, et puis les feuilles de route. Ajout.
Donc c'est pas vraiment un bon exemple parce qu'en fait, on a utilisé en fait ici des méthodes statiques. Et donc alors, les méthodes elles sont de toute façon appelables donc à partir de la classe. Ce sont des méthodes de classe, mais nous, on va plus utiliser ces méthodes de classe. On va parce que ajouter chauffeur c'est fini maintenant. Et ce qu'on va faire, regardez, on va d'abord supprimer, on va les supprimer. Comme ça, vous allez voir les erreurs qu'on va devoir corriger. Chauffeur, service, cours service, feuille de route service et puis voiture service. C'est mort. Hop, voilà, des erreurs partout. Maintenant, on va commencer notre transformation ici. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc pour les chauffeurs, on va appeler chauffeur app service. Et donc alors, chauffeur app service.add, bien save, c'est ça. Et donc save, ch1, point virgule, dupliquer encore 2 fois, ch2, ch3. Voyez? Hop, c'est fait. Là, je peux virer ces 3 lignes de code. Et bien pareil avec voiture app service. Voiture app service. Qu'est-ce que je vais faire? Donc save. Donc les voitures c'est V1, c'est ça? Point virgule. V2 et V3. Donc je vire ces 3 lignes de code. Donc ici je crée un service. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc un service. Ce service en fait il va gérer l'entité chauffeur. L'entité chauffeur maintenant ce n'est plus une classe, c'est juste dans le nom de l'objet, tout simplement. Parce que le service en fait fonctionne de la même manière, peu importe l'entité, donc elle a été refactorisée, et bien voilà, donc à partir de chauffeur, ben, je peux faire ce que je peux gérer donc cette entité sans aucun problème. Donc course app service, et bien c'est pareil. Course app service.save, ce sera donc course 1, course 2, course 3. Donc 2, et ensuite course 3. Hop, feuille de route, pareil. Feuille app service, point, save, T1, T2, T3. Je supprime donc les autres instructions. Ensuite, vous avez le menu de l'application et on va directement dans le switch, d'où ici. Et donc alors, get feuille, c'est fini, donc feuille de route service, on l'a supprimé. Maintenant, à chaque fois qu'on a besoin de manipuler une entité, on appelle son service. C'est lui qui fait ça. Ça va? Donc le reste, c'est pas à nous à s'occuper. Nous, on a une interface qu'on a acheté, une API, on a payé pour ça. L'API doit se gérer comme, voilà, comme il faut. Et donc alors, ce sera feuille, point, app service, point quoi, point, find all. Et pourquoi on a fait une fonction find all où on peut juste utiliser le store getItems? On peut l'utiliser, sauf que voilà, ici on crée des méthodes. D'ailleurs, le setter qu'on a créé ici, si on ne l'utilise pas, on peut le virer en fait. On peut utiliser l'accesseur get. En bas, voilà, c'est ça, ouais. D'ailleurs, si on l'a utilisé en bas, il faut le rendre private alors. Ça n'a pas de sens en fait d'accéder. Tu vois. Il faut tout fermer, commencer à ouvrir petit à petit. Hop. Ça va. Donc find all. Ensuite, ici, feuille app service. Ajouter. Et bien ce n'est plus ajouté, c'est quoi? C'est. Vous voyez les méthodes qui sont appelées ici? C'est dans les services. Ils sont génériques en fait, ce sont des méthodes qui sont valables peu importe l'entité. Et ça, c'est ça qui est génial. Si vous avez compris ça au niveau des génériques, pour moi, mission accomplie, car c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc, alors, c'est quoi? C'est ajouter, c'est save. Hein. Voilà, save. Point virgule. Ouais.
C'est quoi ça? C'est C'est pour les voitures. File to add. Attendez, mais qu'est-ce que je fais là? Donc je traite les voitures là. Hein? Non, c'est une feuille de route. Non, c'est File to add. Ah oui, 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 pardon. Oui, 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 oui. Ouais. Yes. Ensuite, donc feuille de route modifiée. Hop. Donc feuille app service. Point update. Là, je vais devoir passer un ID et un objet. Donc feuille de route, update. Hop. Vous avez, donc je vais virer cette ligne de code tout en bas. Et là, quand on a posé la question au client, normalement, pardon, le Je vais taper la de la feuille, modifier. 4, ouais, c'est ça. Par contre, du coup, dans la fonction affichée, il va pas afficher les ID. Donc, On va pas afficher les ID. Ouais, attends. Donc feuille to edit, c'est ça. Fonction affichée, elle est où? Elle est en bas, ici. en fait, c'est dans le tableau, en fait, il n'y avait pas les ID, en fait. Donc, du coup, Delete by ID. On va mettre 4. notre réponse. Ah oui, oui, rep. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc get course. Donc c'est find all. Donc course app service. Point find all. Ensuite, donc course app service point update 4 course to edit tout course to edit, ouais. Donc, course app service point delete. Et là on va passer l'identifiant, c'est ça. 4 point virgule. Non, rep. Rep, ouais. Cela est saisi. Ouais. Point virgule. Donc la méthode affichée, course app service. On va chercher course, c'est ça. Point. C'est find where. Ouais. Et donc alors. Et du coup, la saisie, là, ça va pas aller pour predicate. Le quoi tu dis, la saisie? Nous, on faisait une saisie d'une chaîne de caractères pour trouver ce qui a été contenu dans les attributs, mais là, du coup, c'est avec predicate, c'est plus une chaîne de caractères. Non. Donc, il n'y a plus lieu de faire la saisie. Donc ici, donc afficher course. Donc avant c'était une chaîne de caractères. Et donc alors on tape donc filter ici. Et filter ce sera l'élément de recherche qu'on va utiliser. Et donc alors comment utiliser ce fameux predicate? Eh bien, vous allez passer à votre méthode afficher course app service. Ensuite, vous appelez la méthode find where. Le predicate, ce sera quoi? C'est ce qu'on appelle un lambda expression. Ça veut dire quoi? On va chercher quoi d'après? Donc ça c'est le 4, c'est après course, c'est ça. Donc vous faites comme ça, une petite flèche. Et là, il s'agit d'un objet, disons, de type course instancié à la volée. Ça va? C'est comme si vous avez fait C_new, C1 est égal à new, course. Et bien là, vous avez accès à toutes les méthodes de votre course, des courses en fait du chauffeur. Et bien, on va commencer par rechercher donc sur le lieu d'embarquement. Et donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va get quoi? Get lieu embarquement, c'est ça? Voilà.
Ça, c'est la première condition de recherche. Ensuite, getLieu embarquement, point, quoi? Contains quoi? Filter. Filter, c'est celui-là. Filter, hop, je vais simplement le stocker dans une variable input final. Final. Je vais vous expliquer, hein, donc le terme final, c'est quand on passe final en tant que paramètre dans une méthode, en fait, donc ce paramètre ne doit pas changer à l'intérieur de cette méthode parce qu'on va simplement l'utiliser pour faire des recherches. Donc on va l'appeler input est égal à filter point virgule. Ce input, je vais le passer ici dans la méthode contains. Donc ça, c'est le premier critère de recherche. Maintenant, le deuxième et le suivant. Donc alors, le critère de recherche, tu cherches donc dans les lieux d'embarquement où c'est le double pipe, ou bien tu vas faire une recherche get lieu débarquement. Eh bien, c'est la même chose, donc contains, et on va passer quoi? Le input toujours. Donc alors, ça donne ça. Et donc alors, avec un seul appel, on va pouvoir chercher. Ici, c'est pour vous illustrer un peu l'exemple, vous pouvez ajouter les autres attributs. Bien sûr qu'ils sont compatibles de type string. Voilà. Donc pour la classe chauffeur, en fait, donc c'est la même chose, hein, donc les autres types d'instances. Est-ce que tout le monde voit un petit peu ce qu'on vient de faire maintenant? Parce que je vais vous fournir en fait la solution, d'accord? Avec toutes les modifications qu'on a effectuées, avec un exemple exécutable et qui marche. Maintenant, j'ai pris le cas du chauffeur pour vous montrer cet exemple avec le find all. Et si je reviens sur le diagramme de classe, comme ça vous avez une vision générale. Service base ample, vous avez la méthode find where, ça va, et cette méthode a été déclarée dans cette interface et implémentée dans ce service. À partir de ce moment-là, on peut virer, on les a supprimés déjà, ouais. Voilà. Vous n'avez que les entités. Et dans la couche service, vous avez une seule classe. Vous imaginez le gain de temps au niveau de la maintenance? Vous changez en une seule fois, ça change partout dans votre application. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça va? Donc je vais vous fournir la solution, donc le projet, et un petit PowerPoint qui explique comment j'ai procédé donc pour transformer cette application en une application intéressante et qui permet un gain énorme de temps et de l'argent. Ça va? C'est une petite application ici qui illustre un concept, mais ça devient encore plus intéressant quand vous êtes face à une application avec une grande application. Voilà.